va parler de ce cerveau, mais aussi de transplantation, et le cerveau il joue un rôle particulier. Quand on parle de transplantation, que ça soit de rein, de foie, de poumon, il vaut toujours mieux être celui qui reçoit que celui qui donne, sauf pour celui-ci. Il est particulier aussi parce que quand le cerveau est mort, on est mort, et c'est justement de cela que j'aimerais vous parler. Alors le sujet n'est pas très rigolo, hein, on va parler de la mort, cela nous attend, et pourtant c'est un sujet un peu tabou. Et je me suis dit de commencer avec une histoire. Non, j'espère. Une histoire. Next. D'un patient qui m'est envoyé de Grande-Bretagne, où la secrétaire m'appelle pour dire « Écoutez, docteur Lores, là, il faut venir, c'est assez urgent parce que votre patient, il est arrivé et il dit qu'il est mort. » Alors, c'est assez particulier quand même comme discussion. Et cette consultation me permet de parler d'un diagnostic où on a quand même intérêt à ne pas se tromper. Vous savez, en médecine, il y a pas mal d'incertitudes, qu'on va poser un diagnostic, et quand on dit il est mort, on a quand même intérêt à ne pas se tromper. Et donc, cette histoire me permet de parler de notre définition de la mort, où je pense qu'il y a quand même, dans le grand public, une sorte de crainte, qui est de tous les temps, où si le médecin se trompe, on est enterré vivant. Les histoires de Edgar Allan Poe, les griffes dans les cercueils, et même ce monsieur Carniche-Carnic qui a fait une petite fortune avec la location de cet engin où c'était possible de, là en bas, faire bouger le petit drapeau, sonner la clochette et casser une petite ampoule en verre pour dire « Oh là, vous êtes trompé ». Il a fait une petite fortune, mais il n'y a pas de statistiques sur combien d'essais erronés ont été posés. Pour revenir à notre patient qui dit qu'il est mort, ben on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Hein. Je lui explique, vous êtes là en train de parler, votre cœur y bat, vous respirez, vous n'êtes pas mort. Cela nous permet donc de définir les critères de la mort. Quand est-ce qu'on est mort ? Quand il y a un arrêt irréversible des 3 fonctions vitales, le cœur, les poumons et le cerveau. Et pour revenir à notre patient, qui n'était évidemment pas mort, il était très déprimé, il a rempli son bain, est allé dedans avec son sèche-cheveux. Depuis Claude François, il y a quand même eu des changements au niveau de l'électricité. Les plombs ont sauté, il a quitté son bain. Il n'y a rien qui s'est passé, sauf que était convaincu qu'il était mort. Quand je l'ai vu, il avait les dents noires, il ne se brossait plus les dents, il ne mangeait plus, il traînait beaucoup dans les cimetières. Il y a peut-être un effet positif, c'est qu'il a arrêté de fumer. Je suis mort, ça ne sert à rien. On l'a étudié avec toutes les machines pour essayer de comprendre ce qui se passait dans son cerveau. On a publié son cas, qui en réalité, c'est un syndrome de Cotard. C'est des patients connus par les psychiatres qui sont convaincus qu'ils sont morts. Bon, il a aussi eu la presse internationale locale, et vous voyez là l'article de la Meuse qu'il compare à un zombie. Donc, on est mort quand il y a un arrêt irréversible de ces 3 fonctions, le cœur, les poumons, les cerveaux, et quand un lâche, les autres suivent. Ça a été relativement simple pour le médecin, jusque dans les années 50, où il y a une nouvelle machine, l'invention du respirateur artificiel par Björn Ibsen, que vous voyez ici sur la photo, à Copenhague. Et c'est une vraie révolution. C'est le début des soins intensifs, c'est le début de cette nouvelle spécialité qui est l'intensiviste, qui permet donc de ventiler des patients qui parfois après un trauma crânien n'ont plus de cerveau, et cela pose aussi problème. Ou en particulier en Italie, ils se sentent mal à l'aise d'arrêter ce traitement. Cette nouvelle machine va donc être à la base de ce débat sur l'acharnement thérapeutique.
ils vont voir le pape, Pie XII, et confrontés à cette problématique, ces patients qui n'ont plus de cerveau, est-ce qu'il faut continuer à les ventiler, donc il y a une circulation qui est assurée, le pape dit, chacun son métier, c'est à la médecine de définir la mort. Et si vous me dites qu'il n'y a plus de chances raisonnables vers une récupération raisonnable, il ne faut pas continuer cette nouvelle machine. Donc, on est 1957, réponse qui est très progressive pour son temps. Parce que seulement après, dans les années 60, on va avoir la définition de la mort, plus sur les critères cliniques. La majorité d'entre nous, ici, on va mourir un jour, le cœur s'arrête de battre, on arrête de respirer, et il n'y aura plus d'activité cérébrale, sauf ceux qui vont mourir aux soins intensifs avec justement cette nouvelle machine, qui a donc aussi obligé la médecine, la société, à redéfinir la mort. La mort, maintenant, est définie aussi sur des critères neurologiques. Vous êtes mort quand votre cerveau est mort, même quand votre cœur bat, même quand vous respirez par cette machine. Et cela est très important, va contre toutes nos intuitions. Quand il faut expliquer à une famille, vous avez votre fille, votre mari, il y a eu l'accident, le coma, maintenant il ou elle est en mort cérébrale, et il y a un corps qui bat, elle respire par la machine, elle est chaude, ce n'est pas l'image qu'on a de la mort. Donc je pense que c'est très important qu'on ait très clair ce que c'est la mort cérébrale, qui est différent de cette notion de mort clinique. Alors, ce n'est pas un terme qu'on va beaucoup utiliser en médecine. La mort clinique, ça veut dire quelqu'un qui a un arrêt cardiaque, qui peut, par contre, être réversible. On peut réanimer certains de ces patients. Donc, mort clinique n'est pas égale à la mort. Et malheureusement, dans les médias, encore trop souvent, on peut voir ou lire avec des titres spectaculaires, comme ici même la BBC, les transplants. Est-ce que les donneurs sont vraiment morts? Et vous pouvez voir des interviews avec des personnes qui disent « Ah, moi j'étais mort et c'était comme ci, comme ça ». On peut mourir qu'une fois, personne n'est revenu. Et depuis les années 50, depuis donc cette machine, cette nouvelle spécialité, les soins intensifs qu'on voit maintenant dans tous nos hôpitaux, il n'y a aucun patient qui a les critères de mort cérébrale qui est revenu, qui a récupéré conscience. Évidemment, il faut connaître les critères. Il peut y avoir une erreur diagnostique qui reste très embêtant. Il n'y a pas si longtemps, on me contacte pour ce cas, octobre 2012, jeune fille, on parle de mort cérébrale, on parle de don d'organes, et vous la voyez maintenant, elle raconte son histoire, c'est gênant. On ne peut pas être un peu en mort cérébrale. Et donc je pense que c'est très important que chacun de nous, comme équipe médicale, avant de parler de mort cérébrale, le patient doit démontrer les critères. Et si on n'est pas prudent, en particulier pour le test d'apnée, si ça foire, c'est souvent parce qu'on n'a pas bien fait ce test-là, on a ce genre de situation qui donne des drames. Au Danemark, évidemment, le nombre de donneurs n'a pas augmenté. Ce qui a augmenté, c'est le nombre de décès sur les patients sur la liste de transplantation. Et donc, je pense que cette image nous illustre bien ce qui se passe dans notre cerveau quand on est en mort cérébrale. Donc, c'est une image qu'on a acquise ici à Liège avec le PET scan. Vous savez, vos neurones, il y en a des milliards, ils consomment énormément d'énergie. Il n'y a pas d'autres cellules dans votre corps qui consomment tellement d'énergie, de sucre. On peut injecter un glucose radioactif et visualiser l'activité de votre cerveau. Et pour ceux qui sont bien éveillés maintenant, ça devrait être une image comme ça, des couleurs rouges, jaunes, une activité très élevée. Mort cérébrale, le signe de la boîte vide. Il y a juste la peau autour du crâne qui consomme encore de l'énergie, qui consomme du sucre. Plus rien dans ces milliards de neurones. Quand le cerveau est mort, on est mort. Mort clinique, le patient en arrêt cardiaque qui peut être dans un coma, qu'on peut parfois récupérer, a encore une certaine activité cérébrale. Vous voyez ici, bon, ce n'est pas un cerveau qui est en forme, c'est des couleurs bleues, on est à peu près à la moitié de l'activité normale, mais elle n'est pas zéro. C'est là aussi que certains de ces patients, après un arrêt cardiaque par exemple, qui récupèrent, vont nous raconter, docteur, là, c'est pas j'étais mort, mais j'étais presque mort.
J'ai eu une expérience de mort imminente. Là aussi, je pense que c'est intéressant de parler de ce phénomène. À nouveau, les médias adorent, vont même l'interpréter comme une preuve de vie après la mort. Alors, oui, je pense qu'on a une preuve de vie après la mort, c'est le don d'organes. Cette notion de lumière qui va être très souvent racontée par ces patients qui survivent leur coma, ou probablement ici on voit la première illustration graphique, Bosch, fin du Moyen-Âge, souvent dans notre culture une notion d'ange, rencontre aussi avec parfois des personnes décédées, et pour certains de ces patients, ils nous racontent qu'ils se sont vus, qu'ils ont vu la réanimation, qu'ils ont quitté leur corps. Évidemment, quand on parle de la mort, de la conscience, de l'âme, de l'esprit, c'est un domaine où science, religion, philosophie vont parfois se confronter. Et je pense que c'est intéressant de souligner que pour des phénomènes quand même extraordinaires, comme des décorporations en cas d'expérience de mort imminente, on a maintenant 2 études, une en Suisse et en Belgique, où on stimule une partie de votre cerveau, ici, je prends mon cerveau de réserve, à droite, on peut provoquer ces décorporations. Je pense que la médecine et la science n'ont pas pris ces phénomènes assez au sérieux. Il est clair maintenant que beaucoup de ces patients nous racontent une histoire comparable, qui est une réalité physiologique qu'on essaye d'étudier. Donc, si je peux faire un petit appel à témoins, s'il y a quelqu'un ici qui a eu ou qui connaît quelqu'un avec une expérience de mort imminente, contactez-nous. On essaye de mieux comprendre ce phénomène où c'est positif de voir que justement beaucoup sont positifs. On en a maintenant 300 ici, publication de l'année passée, sur une grande cohorte. Vous voyez ce qui est un sort de top 10 de ce que ces personnes racontent. Ce qui les caractérise, c'est qu'ils se sentent bien. Très peu de bad trips. Il y en a qui voient le diable, qui vont en enfer, mais c'est rare. On essaye d'ailleurs de comprendre pourquoi. On essaye aussi de comprendre, évidemment, comment un cerveau qui n'est quand même pas en forme, qui est souffrant, comme on vient de voir, est capable d'avoir des souvenirs, des perceptions tellement riches et détaillées. Mais il faut vraiment souligner que l'expérience de mort imminente ne se passe pas en mort cérébrale. Là, personne n'est revenu pour nous dire ce que c'était. On a des critères. On parle d'un patient qui est dans le coma. Il faut connaître la cause du coma. Il faut exclure une série de facteurs confondants. Il faut que le patient ne soit pas intoxiqué, qu'il ne soit pas en hypothermie. Sinon, on ne peut pas poser le diagnostic. On va surtout, chez ce patient qui est dans le coma, mesurer ses réflexes du tronc cérébral. Il n'y aura plus aucun réflexe. Le dernier qu'on va tester, c'est justement le test d'apnée qui va confirmer que le cerveau, le tronc cérébral est mort et le patient est mort. On va juste le confirmer avec une série d'examens dont le plus important sont des examens qui vont quantifier justement l'apport d'énergie, l'apport sanguin. Ça peut être l'échographie Doppler, ça peut être une angiographie, scanner. L'EEG va être souvent utilisé, mais il faut savoir que ce n'est pas une sensitivité, une spécificité absolue. Autrement dit, vous pouvez être en mort cérébrale et encore avoir un peu d'activité électrique, comme un tracé plat n'est pas nécessairement preuve d'une mort cérébrale. D'accord ? Cependant, on va quand même beaucoup l'utiliser, on va revenir là-dessus, parce que quand vous avez un EEG plat, c'est quand même pas bon signe. Comme quand vous avez une situation comme ceci, où il est plat avec des moments d'orage d'activité. C'est important parce que ça nous mène au deuxième type de donneur. Quand est-ce qu'on va donner son organe vital? C'est quand il y a le diagnostic de la mort. C'est le Death Donor Rule. Les patients en mort cérébrale, d'ailleurs, qui ici est enregistré comme donneur d'organes? Qui ne l'est pas? Wow, c'est mal. Alors, je pense que c'est important de réfléchir entre la poubelle
ou sauver cette vie. Pour un patient qui est en mort cérébrale, vous pouvez sauver cette vie. Donc, aujourd'hui, ça va être un peu juste. Demain, allez à la maison communale. Il y a un registre national et exprimez-vous. Alors, vous pouvez dire, oui, mais on est tous donneurs par défaut. Cependant, vous rentrez maintenant après ce symposium, un accident est vite arrivé, on vous retrouve aux soins intensifs. Ce qu'on va faire, c'est informer votre famille. C'est un choc. Vous imaginez, c'est beaucoup d'informations en une fois. Et il y a des familles qui disent non, on ne veut pas. Et donc je pense que c'est important que vous anticipez. On va tous mourir, ça c'est sûr. Dites je suis ou pas. Et dans ces cas-là, ça peut vraiment donner un sens. C'est une situation dramatique et l'expérience montre que c'est important de vous exprimer maintenant de votre vivant. C'est très simple. Ce que vous pouvez faire aussi à la maison communale, d'ailleurs, quand vous y êtes, c'est de dire « je ne veux pas d'acharnement thérapeutique en cas de coma ». Ce qui nous amène dans le deuxième cas de figure, parce que finalement, dans nos soins intensifs, on ne voit pas tellement de patients en mort cérébrale. On est devenu très fort. La médecine moderne peut faire beaucoup. D'ailleurs, on peut remplacer le fonctionnement de quasi chaque organe, sauf celui-ci. Et cependant, la question se pose, est-ce qu'il faut le faire? Quand est-ce qu'on arrête? Et justement, cette décision-là, d'arrêter le traitement ou de ne pas commencer un nouveau traitement, va être responsable de la majorité des décès aux soins intensifs. Donc il ne faut pas évidemment prendre cette décision à la légère. C'est une décision où vous avez toujours raison. Il va mourir, j'arrête le respi, 5 minutes après, oui, vous avez eu raison. Évidemment, on ne veut pas vivre dans une société où on va arrêter, jeune traumatisé crânien, le respi, alors qu'il y avait encore une chance de récupération. Comme on ne veut pas vivre non plus dans une société où on va à tout prix utiliser toutes nos machines et créer ces autres types d'artefacts de la médecine moderne. On dit la mort cérébrale, c'est un artefact de la médecine moderne, on a redéfinition de la mort sur des critères de cerveau. Il y a aussi des patients qui vont survivre à cet épisode de soins intensifs sans cependant récupérer conscience. Très particulier. Vous êtes confronté à quelqu'un qui est là comme vous, les yeux grands ouverts, qui bouge, qui respire, mais qui est inconscient. C'est ce qu'on appelle depuis les années 70 l'état végétatif persistant. Je n'aime pas le terme, on ne peut pas comparer végétatif, végétal des patients à des plantes. On parle maintenant d'un éveil non répondant. Mais clairement, c'est un scénario, je pense, que peu de personnes entre nous souhaitent vivre. Et donc, cette décision de l'équipe médicale et paramédicale aux soins intensifs de dire, là, on a fait des tests et on sait qu'il n'y a pas de chance raisonnable vers une récupération raisonnable. Et on peut le faire parce que, par exemple, pour l'arrêt cardiaque, où c'est plus simple pour nous, c'est tout le cerveau qui a souffert, ou bien on est ici, il n'y a plus de réflexe du tronc, comme on a dit, on fait le test d'apnée, c'est la mort cérébrale, et on peut discuter s'il y a ou pas don d'organes, ou bien, et pour beaucoup de patients ce sera le cas, il y a encore des réflexes du tronc. Le patient n'est pas en mort cérébrale, et comme on a dit, on ne peut pas être un peu mort. Et alors, on va faire des examens cliniques. Le patient ne répond plus à une stimulation douloureuse ou montre des réponses stéréotypées. Le patient, comme on a vu, a un tracé EEG plat ou plat avec des orages. On va faire une prise de sang qui montre des marqueurs qui disent combien le dégât était important, comme la NSE qu'on va faire dans les 3 jours. Quand c'est très élevé, ça dit qu'il y a statistiquement plus de chances de récupération. Si on prend tous ces tests ensemble, on peut, avec les potentiels évoqués aussi, où on va stimuler le poignet, on voit si la stimulation arrive encore jusque dans la matière grise. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que le cerveau est tellement abîmé qu'on sait qu'il n'y a pas de chance raisonnable vers une récupération raisonnable et on va arrêter. Et c'est là où on va discuter avec les critères de Pittsburgh-Maastricht qu'on laisse aller, on va arrêter les traitements, le patient va mourir sur des critères classiques, arrêt cardiaque, et après, on va à nouveau pouvoir discuter de la possibilité de
donation d'organes et de transplantation. Et donc, je pense que dans tout ce débat, il faut être très clair. C'est quoi la mort? C'est quoi la mort cérébrale? Réfléchir chacun de nous, est-ce que je suis ou pas donneur? Qu'est-ce que je veux quand je suis un jour aux soins intensifs? On a dit, il y a un registre pour dire je ne veux pas d'acharnement, mais c'est difficile. Et je pense que là aussi, il faut clairement éviter ce genre de scénario. À un moment, il faut arrêter. On ne va pas continuer jusqu'au cercueil, mais qu'on anticipe, qu'on identifie une personne de confiance. Alors là, je ne sais pas combien de personnes ici ont fait une déclaration anticipée, identifier une personne de confiance. Ben, vraiment pas beaucoup. Donc vous pouvez le faire. Je pense que c'est le rôle du médecin de permettre aux patients de faire des choix. D'accord? Il faut abandonner le paternalisme, le médecin qui joue pour Dieu. Je pense qu'il faut expliquer la réalité médicale, le diagnostic, le pronostic, qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les risques et qu'est-ce qu'on espère. Le problème que ces patients posent, c'est qu'ils sont aux soins intensifs et ils ne peuvent plus communiquer. Et donc, toute l'importance d'identifier une personne de confiance, de préférence pas un héritier, qui peut, à ce moment-là, parler à votre place. Voilà, je pense qu'on est déjà assez limité dans le temps. Donc, je vais juste remercier l'équipe qui fait toutes ces études au CHU, l'Université de Liège. Merci.